There's no bad conditions. There's only weakness. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport. J'y consacre tout mon temps. C'est un mode de vie. Salut à tous et bienvenue dans la Grimposphère. Dans cet épisode, nous accueillons un professionnel du monde vertical, une personne dont la voix captivante vous dira sûrement quelque chose si vous suivez les différents événements d'escalade, une voix qui motive les grimpeurs et qui explique aux spectateurs notre merveilleux sport. Je parle évidemment d'un speaker. Nous accueillons Rémi Pelletier, alias Rémix. Salut Rémi, comment tu vas ? Ça va très bien, très très bien. Bonjour Gabriel, bonjour Agathe. Bonjour tout le monde. Bonjour la Grimposphère, merci beaucoup. Avec grand plaisir, on est hyper contente de t'avoir avec nous sur le podcast et de découvrir le monde du speaking et du commentaire sportif. Ouais, c'est un métier qu'on connaît très peu Ouais. et qu'on avait envie de découvrir avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'abord ton histoire avec l'escalade, comment tu as découvert le sport ? Alors l'escalade, c'est une histoire qui est marrante parce que je l'ai découvert très jeune. Ma première expérience en escalade, en tout cas, est très marrante. Et puis après, on va dire que j'ai commencé à vraiment travailler et à évoluer dans le milieu de l'escalade en 2008-2009, quelque chose comme ça. Ma première expérience, je devais avoir 8-10 ans, je grimpais dans les gorges du Tarn. Alors, moi, j'étais en vacances avec mes parents, on faisait de la pétanque, de la pêche, on mangeait des nectarines et je faisais des coloriages ou des trucs comme ça. Et il y avait un couple de Néerlandais dont les enfants étaient des grimpeurs. Ils avaient peut-être 18-20 ans quand moi j'en avais une dizaine. Et ils nous ont emmenés faire de l'escalade. Donc ma première expérience était dans les gorges du Tarn. Je pense que ma première voie, ça devait être un 3A en dalle comme ça qui montait à 8 mètres, où j'avais l'impression que j'étais arrivé en haut de l'Everest, j'étais tétanisé à la redescente. Et après, à la redescente, c'était dans un 8 en rappel, quoi. Et je me suis coincé le pouce dans le 8. Et du coup, j'étais bloqué, je ne savais plus quoi faire. J'avais peur, j'avais mal. Et donc, un mec qui nous avait emmené grimper est remonté sur la corde où il y avait mon pouce coincé. Donc, je te laisse imaginer la pression entre le pouce et le 8. Et donc, ma première expérience d'escalade, c'est voir mon pouce tout plat à 8-10 ans, comme ça, en me disant « Je ne peux plus jamais faire ça de ma vie ». Wow. Après, j'en ai fait un peu au collège. Dans un cycle qui m'a laissé, je pense, à peu près les mêmes souvenirs de terreur et de transpirer sous les doigts quand on commence à grimper en tête et tout. Enfin, J'en ai refait un tout petit peu en STAPS. Ensuite, un cycle sur un semestre. On n'avait pas beaucoup de pratique, il y avait beaucoup de théorie aussi. Et là, j'ai commencé à trouver un challenge marrant. Un truc qui m'a commencé à me titiller un petit peu en me disant « c'est quand même vachement sympa ça ». Et dans la foulée de mes années d'étudiant, Block-Out, une salle de bloc à Cergy-Pontoise a ouvert. C'était la deuxième salle de bloc en Île-de-France en juin 2008. Et les deux patrons qui ont ouvert cette salle, ils étaient dans quelques promos au-dessus de moi dans l'école de sport que je faisais. Donc on est allé faire l'inauguration. J'ai trouvé ça génial. On passait de la bonne musique. On buvait des coups, c'était bonne ambiance, bonne vie d'étudiant. Donc j'allais principalement pour écouter de la bonne musique et boire des coups. Et puis je voyais des gens qui faisaient du bloc. Moi je connaissais pas le bloc, j'avais toujours fait de l'escalade de manière un peu plus traditionnelle, on va dire. Et je me suis un peu prêté au jeu, j'ai adoré ça. Et dans mes études, du coup, je me suis retrouvé à être en stage à Block-Out en tant que stagiaire de deuxième année de licence en STAPS. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis je suis tombé dans un espèce d'entonnoir qui m'amène avec vous aujourd'hui, du coup, à parler d'escalade. Oui, l'entonnoir de l'escalade dans lequel tout le monde tombe et personne n'en ressort. Jamais. Impossible. Justement, on voulait parler avec toi de ton parcours professionnel dans l'escalade. Il me semble que tu as été moniteur d'escalade, tu as aussi fait du community manager. Au final, comment est-ce que tu as évolué ? Qu'est-ce qui t'a poussé par la suite à devenir speaker ? C'est une bonne question, je me la pose encore des fois. Je me demande des fois qu'est-ce que je fais là. Mais j'ai commencé, pour refaire un tout petit peu la genèse par rapport à mon histoire par rapport à l'escalade, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours aimé ça. Je pense que mes parents m'ont aussi encouragé, enfant, à m'inscrire. J'ai fait de la gymnastique assez jeune dans ma vie, jusqu'à peut-être 8-10 ans, un truc comme ça. Après, j'ai fait un an de tennis, ça a un peu moins collé. Et après, j'ai découvert le rugby. Au début, j'y allais un peu à reculons, mais
Parce que voilà mon gabarit, je suis pas très très grand ni très très costaud. Et puis en fait, après un petit temps d'acclimatation, j'ai découvert un sport dans lequel je me suis épanoui. Où même un petit mec comme moi qui fait moins d'1m70 est capable de faire tomber un gars qui fait 2 mètres et 120 kilos. Et ça m'a vraiment construit dans ma personnalité je dirais, et de sportif et de personne, d'être humain. La collaboration, le partage, le rugby, c'est un sport avec des valeurs qui sont assez incroyables. Ensuite, j'ai eu un accident de moto assez important. Je pense que c'est l'année de mon bac ou l'année d'après. Je ne me rappelle plus exactement. Mais qui m'a clairement empêché de pouvoir continuer à faire du rugby. J'ai passé un petit bout de temps avec une béquille, genre une bonne année où j'avais pas le droit de faire de sport et le rugby n'était pas forcément conseillé après un accident important comme ça. Et ça a matché avec mon entrée dans mes études sportives. Voilà, j'avais un peu des ambitions en rugby. Je jouais en équipe régionale, donc je commence un peu à toucher, pas le haut niveau, mais pas très très loin, dans un sport qui s'est professionnalisé un peu dans les époques où moi je jouais. Et forcément, tu as un peu envie de te dire pourquoi pas joueur professionnel un jour. La réalité de l'accident, ça te fait te rappeler que ok, c'est cool le sport, mais si tu n'as pas quelque chose à côté, ça peut vite s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc du coup, je me suis inscrit en licence de STAPS après avoir fait quelques errements en fac de bio et tout. Je me suis éclaté en STAPS, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et en parallèle de ça, Blockout a ouvert, moi j'étais stagiaire. Là, ça a fait un petit peu la réunion entre l'escalade et moi. Et au début, j'ai bossé dans l'escalade plutôt en tant que dans le développement. Le but, c'était de faire connaître la salle Blockout aux centres de loisirs, aux collectivités locales, aux BDE, aux étudiants, tous les gens qui pourraient en fait y trouver un intérêt et faire en sorte que le concept marche, quoi. C'était un peu le concept salle d'escalade restaurant qui était un peu un des premiers, Blockout Cergy. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé que c'était vraiment top. Puis je regardais les gens grimper tout le temps, je trouvais ça vraiment intéressant. Et moi, à part faire des jaunes en no-foot à cette époque, je faisais pas grand-chose, quoi. C'était vraiment... Et il y a un des moniteurs, le seul moniteur à l'époque de Blockout, Jérémy Lemo, qui ouvrait et qui donnait des cours d'escalade, qui se blesse sur une des nombreuses éditions du Challenge Lamoureux. Et du coup, avec ma licence TAPS, je suis habilité à donner de l'initiation dans plein d'activités, dans plus de 18 sports, je crois. Et du coup, j'ai remplacé Jérémy à donner des cours d'escalade à des enfants, avec un autre moniteur diplômé à ce moment-là aussi. Et en fait, en me rendant compte de tout ce que ces enfants pouvaient faire avec l'escalade, ça m'a donné envie de m'y plonger, mais à fond, à 100%. Du coup, après, j'ai passé des diplômes fédéraux. Donc le diplôme d'initiateur en premier. Après, j'ai passé le CQP quand il est sorti. J'ai dû faire le test technique du tout premier DE. J'avais dû mettre 2 fois un baudrier dans ma vie. C'était la panique. J'ai mis 1 minute à clipper la première dégaine. Forcément, j'ai pas eu mon test technique. Mais j'étais quand même vraiment intéressé et ça matchait bien entre tout ce qui m'avait plu dans mes études en STAPS, notamment en pédagogie, et de servir de l'outil du sport pour donner la possibilité à plein de gens de faire des choses qu'ils auraient peut-être jamais fait de leur vie sinon. Et du coup, l'escalade, ça a été un peu le coup de foudre quand même. Je crois que l'année où je passe mon diplôme d'initiateur, après j'ai ouvert aussi. Il y a un moment où il fallait être un couteau suisse aussi. Dans une salle comme ça, il faut que tu ouvres, que tu encadres, que tu fasses du service. C'était les débuts de l'escalade commerciale comme on la connaît un peu plus maintenant. C'était génial, ça a été une aventure humaine phénoménale. Je remercie tous les gens qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours à fond. Et du coup, en donnant des cours, moi j'ai eu envie de comprendre qu'est-ce qui se passait pour les élèves aussi, forcément. Et j'ai commencé à grimper, presque peut-être 2-3 fois par semaine. Après la fermeture de la salle, je grimpais avec un des gérants et tout. J'ai fait mes premiers pas à Fontainebleau, je pense, en 2009. Ma première compétition dans la même année. J'ai été invité avec Jérémy à grimper la Tour Eiffel avec les pompiers de Paris. Et dans la même semaine, j'allais faire une grande voie dans les Calanques. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé un truc qui me plaît de ouf et j'ai envie de m'y consacrer. Et c'est ce que je fais depuis 2009. On est en 2024, quelques années maintenant. Et du coup, comment t'es arrivé jusqu'au métier de speaker, qui est ton activité, j'ai tendance à penser, principale aujourd'hui, entre cette période-là où t'étais du coup, comme tu dis, couteau suisse un peu pour Blockout parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'employés, beaucoup de salles ouvertes. Comment t'es arrivé jusqu'au speaking ? Et un peu, je pense, par hasard.
Moi, je donnais des cours d'escalade le mardi soir, le jeudi soir. Et à Blockout, on avait un concept à l'époque, c'est qu'on faisait ce qu'on appelait les fight blocks. Et il y avait une compétition par mois. Tous les derniers jeudis ou premiers jeudis du mois, je ne me rappelle plus, on faisait un contest. 30 blocs, tout niveau et une épreuve alternative. Je ne sais pas si Agathe, tu as déjà testé les fights à l'époque ou pas. Mais c'est possible, oui. C'est possible. Parce qu'après, on avait dupliqué sur BO2 et sur BO3. Donc, il y a un moment où on avait 3 compétitions par mois dans les salles Blockout en Ile-de-France. Et c'était top. Enfin, je pense que et les personnes qui venaient grimper à BO s'y retrouvaient. C'était ultra convivial. Et à chaque fois, on avait une épreuve à côté, une épreuve kermesse. Un chamboule tout, mais des trucs... franchement, on en a fait un paquet d'années. Hein. J'ai pas regardé depuis combien de temps. Mais, et donc, du coup, à la fin d'un de mes cours d'escalade, on m'a filé un micro. On m'a dit, tiens, Rémi, la compète, elle commence dans 20 minutes. Tu expliques aux gens les règles de sécurité. Tu leur dis de faire gaffe à ci, à ça. Et puis voilà, c'est notre premier fight ou notre deuxième fight. Tu lances, t'expliques les règles. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Je dois avoir une photo qui traîne quelque part de ça. Je sais pas où, mais je pense que j'en ai une. Et puis, de fil en aiguille, je crois que ma première compétition officielle, du coup, ça doit être un championnat régional de bloc à Karma, le tout premier qu'il y a eu à Karma. J'étais là. C'était Pierre Brebion qui m'avait contacté parce qu'il devait venir grimper de temps en temps aussi dans les salles où il y avait des fights. Et il m'avait dit, on aimerait bien que tu viennes speaker le championnat régional. J'étais là, ok, let's go, quoi. Et du coup, j'ai fait ça. C'était chouette, c'était une bonne expérience. C'est difficile d'en tirer quelque chose de négatif, de toute manière, de ces expériences-là. Et ensuite, de fil en aiguille aussi, je me suis retrouvé à remplacer Christopher Hardy, qui est la voix de l'escalade depuis plus de 20 ans, qui a créé ce métier-là et qui a accompagné les débuts de l'escalade de compétition avec toute sa voix et toute son énergie. Qui m'a appelé en me disant, écoute Rémi, j'ai une Coupe de France au Pouzin, une Coupe de France de diff senior. Grand spécialiste de la difficulté que j'étais là, ok, j'ai jamais fait. Compétition nationale, j'avais jamais fait non plus. Et super accueil au Pouzin, les Ardéchois au top, les athlètes au top, des coachs au top, une organisation comme toujours avec une équipe de bénévoles qui t'accueille parce que c'est le meilleur événement de l'année pour eux et que tu as juste envie d'en faire partie et d'y contribuer. Une connaissance assez limitée, on va dire, de l'historique de l'escalade, pas une grosse culture générale, on va dire, de l'activité à cette époque-là. Je faisais un peu jour après jour et je m'éclatais. Et moi, je grimpais et j'adorais ça et tout. Et des athlètes qui ont été aussi ultra bienveillants. Tu vois, j'avais fait passer des petites feuilles. L'organisation avait préparé des petites feuilles en ISO. Je les ai encore à la maison. J'aurais pu vous les ramener. On écrit des choses sur nous. Exactement. Où chacun raconte un peu des trucs, mais souvent, c'est l'autre qui écrit pour... Voilà. Du coup, je me retrouve avec mes feuilles comme ça, avec marqué... Tout, on écrit des conneries. Exactement. Salomé Romain, championne de France de tartiflette et tout. Et il y avait encore son frère qui faisait de la compète. Et c'est une compète où c'est la seule Coupe de France que Manu Romain gagne. Et que Salomé Romain gagne aussi en senior femme et senior homme. Et c'était l'anniversaire de leur papa ce jour-là. Du coup, c'était déjà une super émotion partagée à plein de niveaux pour ce premier événement. Et puis, si on continue, 2017, je quitte Blockout et je pars vivre aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. J'ai été recruté pour être moniteur d'escalade et référent sur la Sorbonne, à Abu Dhabi. Donc voilà, un petit parcours, je suis allé découvrir un peu ce qui se passait ailleurs parce que ça faisait presque 10 ans que je travaillais avec Blockout et autant ça se passait super bien, autant j'avais un peu envie d'aller voir comment ça se passait ailleurs aussi. Je pense aussi bien personnellement que professionnellement. Et du coup, j'ai passé une année, une année scolaire, moniteur d'escalade aux Émirats Arabes Unis. Du coup, complètement tout seul. Ouvrir, faire des commandes de prise, organiser des événements, donner des cours d'escalade aux étudiants et aussi ouvrir à la communauté de gens qui ont envie de découvrir l'escalade. Super projet, hyper intéressant. Ensuite, je rentre en France, je reprends un peu le speak, quelques compétitions et je repars à l'étranger. Je pars en Nouvelle-Calédonie pendant presque 3 mois, remplacer Bassam Awem qui était sur les championnats du monde d'escalade à Tokyo en 2019. Et entre les deux, je refais une ou deux expériences un peu... Voilà, je pense qu'il y avait des moments où Christopher n'était pas dispo et j'avais été identifié comme quelqu'un de susceptible de le remplacer ponctuellement.
Donc la Fédération française de la montagne escalade m'a fait confiance aussi sur une Coupe d'Europe de difficulté jeune à Saint-Pierre-en-Faucigny en 2019 aussi, me semble-t-il. Donc voilà, là ça a été un peu tout plein de découvertes en même temps et ensuite je suis rentré d'une autre expérience aux Émirats juste avant le Covid. Donc là le métier n'existe plus, la compétition d'escalade n'existe plus. Les salles d'escalade sont fermées, donc tu te questionnes un petit peu. Et puis après, la vie a repris un peu un cours, on va dire, classique. Et Christopher, surtout, a arrêté de speaker en escalade. Il est maintenant directeur de l'office de tourisme de la station de ski de Champs-Rousse. Et petite anecdote aussi, il m'appelle une demi-heure avant son entretien d'embauche pour être sur ce poste-là en me disant « Bon Rémi, voilà, faut que je te dise un truc. » Et donc il me dit « J'arrête de speaker l'escalade et je fais ce truc-là. Et j'aimerais bien que ce soit toi qui prennes la relève parce que c'est cool comment tu fais ça, je trouve que c'est bien. » Et du coup, c'était un peu sentiment partagé que la personne qui m'a fait découvrir et ce métier et l'escalade en compétition, moi je pense qu'une de mes premières compétitions, c'est Bercy en 2012, les championnats du monde de Bercy en 2012. Et Christopher Hardy au micro, et moi je me dis, mais ce mec-là, il est incroyable. C'est incroyable. J'étais à Bercy en 2016, incroyable. C'était extraordinaire cette compétition. Je pense que toutes les personnes qui ont été à un moment ou à un autre s'en rappellent. Et du coup, quand il me dit j'arrête de speaker la compète, le premier truc c'est non, c'est nul, tu vois, arrête pas. Et puis le truc qui me dit c'est si tu peux et que si t'es motivé et que ça marche pour toi, il y a un truc à faire. Et là tu te dis c'est quand même assez incroyable, c'est une chance aussi. Et donc voilà, et puis petit à petit, je me retrouve au micro de pas mal de compétitions maintenant. Beau parcours, très inspirant, mine de rien. Dans le rôle de speaker sur les compétitions, au final, il est hyper important. Quelque part, il sert de lien entre... t'es un référentiel pour les personnes, pour les spectateurs qui ne connaissent pas forcément ce milieu, ce sport. Selon toi, au final, qu'est-ce qui fait un bon speaker ? Alors ça, c'est la question directe, droit dans la pente. Je rigole, Gabriel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais, c'est selon toi. Et je pense que tout le monde a une vision différente. Chaque compétition, il peut y avoir des speakers qui n'ont pas la même énergie, qui veulent transmettre pas les mêmes choses. Et, typiquement, Christopher, il était soit adoré, soit détesté, souvent. Ouais, aussi. Parce qu'il avait une énergie, il aimait bien taquiner les gens, il avait toujours plein d'anecdotes un peu hors escalade à raconter. Il disait beaucoup de conneries au micro, mais moi, personnellement, j'étais de la team qui adorait. Mais je pense qu'il y avait des événements où certaines personnes voulaient plus de sérieux. Et donc, c'est un peu... Il y a plein de speakers différents, ouais. Je vais revenir sur le début de ta question, Gabriel, où tu dis le rôle du speaker, il est hyper important. Il est hyper important pour quoi ? Pour qui ? Et une compétition d'escalade, elle marche sans speaker. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose au classement, ni à l'ouverture, ni au résultat final d'une compétition, très honnêtement. Et l'essentiel d'une compétition aussi, c'est qu'une compétition, elle fonctionne. Et là, pour le coup, très honnêtement, je pense que le speaker, il est complètement remplaçable. C'est pas un poste clé de l'organisation de compétition. Par contre, quand on parle d'événementiel sportif, avec un public, avec une envie de partager, de passer un moment, de communier, de vivre quelque chose ensemble, et là, oui, il va y avoir un vrai rôle. Ça va être un rôle qui, comme tu dis, il est un peu charnière. C'est que tu interagis avec tout le monde, avec les organisateurs, avec le sportif, le réglementaire et les athlètes, entre guillemets, parce que tu n'interagis pas directement avec eux non plus. Mine de rien, les coachs, les délégations, parce que tu donnes des informations aussi à des moments où tu vas être la personne à qui on va les demander aussi. Et puis surtout et principalement, c'est le public. S'il y a un speaker, c'est parce qu'il y a un public. S'il n'y a pas de public, c'est comme faire des concerts avec des salles fermées. Il n'y a pas de sens. Ouais. Et du coup, je dirais qu'un bon speaker, c'est celui qui va trouver le moyen de s'adapter du mieux possible, en premier, à son public. Si tu as un public de gens qui sont des grimpeurs, tous à 100% au bout des doigts, tu vas pas passer 4 minutes à expliquer la règle de la zone, de ci, de ça. Tu fais un événement en plein air avec des gens qui sont de passage et qui viennent voir un spectacle parce que c'est un spectacle. Une compétition d'escalade, c'est incroyable.
C'est un des sports qui va le plus haut. Ouais, pour moi, c'est vraiment un show qui est exceptionnel, avec de la musique, avec des émotions, avec beaucoup, beaucoup de choses. Et là, du coup, bah oui, tu as envie d'embarquer tout le monde dans l'émotion et dans ce que tu vis, parce que c'est top. Le speaker, tu es plus près des athlètes. La plupart du temps, tu es plus près des athlètes que leur coach. Tu es quasiment au même endroit sur les gros événements internationaux. Tu es dans la même zone que les juges qui prennent, eux, la décision de la compétition. Et du coup, tu sens derrière toi, dans ton dos, toute l'énergie. Dans le premier rang, tu as tous les coachs, les délégations. Ensuite, tu as le corridor des athlètes qui ont ou déjà grimpé, ou qui ont fait la compète de diff, c'est une compète de bloc ou l'inverse, qui vont encourager et qui vont encourager tout le monde. Forcément plus quand c'est leur coéquipier ou autre. Et puis, juste derrière ça, tu as le public. Public avec des fans, avec des gens qui viennent de tel pays ou de telle région, quand c'est des compètes nationales et tout. Tu as envie que tout le monde vive un moment dont il se rappelle, quoi. Et toi, tu es un peu au milieu de tout ça, avec ta voix à suivre ce qui se passe, parce qu'il faut quand même suivre. On l'a dit, les compétitions deviennent sérieuses aussi. Le son, de plus en plus, elles sont télévisées. Donc, il y a ce qu'on appelle un DICAS, c'est un guide chronologique quasiment seconde par seconde sur, par exemple, une finale qui est retransmise à la télé. Tu sais quand est-ce que tu peux parler, tu sais quand est-ce que tu peux plus parler, etc. Donc, ça demande un peu d'organisation. Et à côté de ça, tu as envie de vivre l'événement à fond parce que c'est incroyable. Et donc, justement, on se demandait, est-ce que tu peux revenir un peu sur les préparatifs, les backstage, les jours avant? Est-ce que tu arrives avant la compétition? Comment ça se passe? Parce qu'on n'a aucune idée, justement, de comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe avant que tu entres en piste et que les hostilités soient lancées pour la compète? Je veux dire, à part stresser à fond. Ouais. À part répéter tous les noms des internationaux, répéter... Alors, il faut savoir que tu peux faire un boulot de speaker et ça peut être un boulot qui va être complètement différent d'une compétition à une autre. Le rôle qui va être mis dans ce rôle de speaker peut être complètement différent. On va prendre, par exemple, des extrêmes. Là, je reviens des 2 OQS, des 2 derniers tournois de qualification pour les tickets pour Paris 2024 pour l'escalade. Il y avait aussi le breakdance, le BMX et le skateboard. C'est des super beaux événements, ultra stressants. C'est des sélectifs à l'échelle planétaire. Donc, c'est pas des compètes fun où tu repars avec une médaille, une place sur le podium et une victoire en Coupe du Monde. C'est tu passes ou tu passes pas. Mais à côté de ça, par exemple, mon micro n'était allumé qu'à partir du moment où presque le premier grimpeur ou la première grimpeuse sortait de l'ISO et mettait un pied sur le tapis. Donc là, tu ne fais que commenter, expliquer, discuter, interagir, mais uniquement sur la partie compétition sportive. C'était d'autres personnes qui faisaient les remises de récompenses, les podiums, les annonces, le pré-show pour, entre guillemets, rentrer en interaction avec le public. Après, c'est toujours aussi un travail d'équipe. Plus l'événement est gros, plus tu travailles en équipe. Plus ça va être un événement avec une envergure ou une dimension un peu plus nationale, régionale ou autre. Enfin, j'ai fait championnat régional U12, U14 à Climb Up Cergy il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et tu contribues, t'essayes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. T'essayes aussi de contribuer à l'orga de l'événement. T'es pas juste là pour parler dans le micro, parce que 99,9% des gens qui sont autour de toi, ils sont bénévoles, ils sont là sur leur week-end. Et moi, t'es dans le même bateau, t'as envie que ça se passe bien pour tout le monde, et du coup, tu dépasses un peu, on va dire, la fonction de speaker parce que ça te paraît logique. Et puis, au fur et à mesure, moi, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais je suis moniteur d'escalade, je fais de l'ouverture, j'en ai fait en tout cas, je prétendrais plus en faire maintenant, vu comme ça a évolué aussi. Et donc, du coup, si t'as un œil un peu sur tout, t'es au bon endroit pour le faire. C'est qu'il n'y a personne qui compte sur toi, mais par contre, toi, tu peux contribuer. Facilement, parce que les gens viennent te voir, te donnent des infos, et les gens viennent te voir et te demandent des infos, donc tu peux fluidifier un peu tout ça. C'est un peu comme ça que je vois mon rôle hors juste dans le micro. Je me dis, si je peux mettre une petite goutte d'huile à des endroits, à des moments, et que ça se passe bien pour tout le monde, je suis content. Voilà. Et donc sur des événements plus importants, comme tu disais, comme les OQS, tu travailles avec toute une équipe en backstage. Qui sont tes interlocuteurs principaux? Alors, sur des
Bon, c'était les 2 plus gros événements, on va dire, en termes d'importance et d'organisation que j'avais fait jusque-là. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont nouvelles pour moi aussi dans ce métier de speaker. Et pour le coup, là, ils avaient ce qu'on appelle une SPP team, donc c'est la Sport Presentation Team, qui coordonne toute la manière de présenter les activités sur tout le site. Il y avait la même SPP team pour le breakdance, etc., avec sensiblement les mêmes pré-shows. Donc grosso modo, c'est une caméra qui passe sans fil dans le public avec un autre speaker, pour le coup un Hongrois, parce qu'on était à Budapest, et bah forcément une grande partie de ton public, c'est un public local. Donc la pertinence aussi de ton boulot de speaker, il faut que tu t'adresses au plus grand monde. Pour te donner un exemple, quand je suis arrivé à Shanghai, je suis arrivé 2 jours avant. La compétition commençait le jeudi matin et j'ai atterri le mardi matin. Et il y a pendant 2 jours, des réunions avec les différentes personnes qui vont interagir. Donc il y a quelqu'un au-dessus de nous qui va coordonner tout ça, faire le lien avec le live, la télé, le direct, pour que on soit dans le même timing sur place et en direct. C'est-à-dire que quand l'image, elle va arriver sur le grimpeur qui est à la porte, prêt à sortir, il faut que moi, grosso modo, à ce moment-là, je commence à le présenter pour qu'il puisse sortir en même temps que le live va commencer et qu'on soit dans le timing. Voilà, grosso modo. Donc, il y a une petite oreillette dans l'oreille des fois, ou pas, ou quelqu'un qui vient de communiquer. Souvent, en France, c'est Émilie Gueux qui est ma principale interlocutrice. C'est elle qui va donner le timing des compétitions parce que c'est son rôle sur les compétitions, de coordonner de manière générale. Event manager, délégué, event délégué, tous ces postes-là qui vont faire en sorte que tous les corps de métier se synchronisent et que ça marche bien. Voilà. Donc voilà. D'un autre côté, j'aime bien avoir une interaction avant le début de la compétition avec le président du jury. Donc on commence un peu, mine de rien, avec les années, à se croiser, à se connaître et tout. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui réglementairement va impacter la compétition, si toi, tu n'es pas au courant en tant que speaker, ça veut dire que les personnes qui sont derrière toi, elles peuvent ne pas être au courant non plus et ne pas comprendre une décision. Donc c'est important d'avoir, il y a un appel en cours sur telle chose. Là, c'est ce qu'on appelle un incident technique. Le grimpeur va pouvoir regrimper 2 minutes. Et tout ça, en fait, si le juge ne te le dit pas en direct, toi, mettons une phase de demi-finale, tu as 8 grimpeurs sur le mur en même temps, tu vois pas tout ce qui se passe. Par contre, tu te rends bien compte qu'il y a eu quelque chose quelque part. Et donc, il y a des groupes WhatsApp en temps direct, pareil avec les coachs, les échanges et tout. Donc au final, tu interagis avec plein de monde. Mais tu es tout seul à parler dans le micro, sauf sur des gros événements où tu vas être 2 ou 3, ce qui est top parce qu'on rentre plus dans un dialogue, un échange, des énergies ou des vibes qui vont être communes à des moments, différentes à d'autres. Ça, c'est cool. Mais en termes de préparation, liste des athlètes, connaissances personnelles un peu, on va dire, sur maintenant la culture générale. Je suis un gros consommateur de contenu sportif et de contenu escalade. Voilà. J'ai des discussions avec plein de gens aussi autour de ça, des coachs, des athlètes, avec qui on va, qui est en forme, machin. Ah ouais, t'as vu ce qu'il a fait à telle compète. Et du coup, plus tu suis et plus c'est régulier et plus tu te sens pertinent parce que tu te rappelles exactement du dernier résultat, de l'état de forme. Tu vois, je suis passé à Berne pour les championnats du monde l'été 2023, l'été dernier. Je bossais pas sur la compète et tout. Je suis allé voir les finales senior femmes. Zélia, elle m'a impressionné sur ces... Et je sais que j'en reparle au micro, du coup, tu vois. C'est un truc qui m'a marqué. Elle fait 4e sur la finale de bloc des championnats du monde. Je l'ai vue grimper, elle était à rien du podium. Enfin, c'était incroyable. Et du coup, voilà, c'est ça. Plus tu vas baigner dans le milieu et plus tu vas avoir tes automatismes aussi, quoi. Et puis après, une bonne connaissance des enjeux, du règlement. Les OQS, c'est pas du tout les mêmes règles que sur une Coupe du Monde. Enfin, il y a plein de choses qui changent d'une compétition à l'autre aussi. Donc être pertinent, quoi. Je pense, important. Il y a énormément, au final, d'éléments que tu dois préparer en amont de chaque compétition. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais sur ton ordinateur en train de travailler. En quoi ça consiste, en fait, ton travail en off ? Mine de rien, regarder, par exemple, ce week-end, j'ai regardé Innsbruck. J'ai regardé d'abord les résultats parce que je vais pas regarder la compétition en live, mais je vais la re-regarder aussi. C'est débile, hein, mais du coup, regarder une compétition d'escalade, j'ai pas l'impression de bosser, mais par contre, j'ai l'impression que ça m'aide dans mon boulot. Donc du coup, je le fais. Je regarde beaucoup de compétitions.
Aussi, mine de rien, on a de plus en plus de médiatisation autour de l'escalade, donc je lis les articles. J'aime beaucoup lire, donc je lis beaucoup de choses. Et après, en termes de préparation, il y a 2 outils dont je me sers pas mal pour les compétitions nationales avec les datas qu'on retrouve sur MyFFME. J'ai un accès qui me permet d'avoir un palmarès. Donc si je veux préparer une compétition, je peux avoir du data. Voilà. Et ça, le data, c'est quand même intéressant parce que ça permet de mettre en contexte, mettre en perspective, et toi aussi de voir. Tu vois, par exemple, ok, là, il y a une saison 2021, cette grimpeuse, elle n'a aucun résultat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle est passée à côté ? Est-ce qu'elle s'est blessée ? Est-ce qu'elle a arrêté ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Et donc, en fait, juste le but, c'est au moment où cette personne-là, par exemple, elle va grimper dans sa voie, et de mettre les gens qui ne sont pas au courant, un peu au courant du contexte, pour se rendre compte. J'ai plein d'exemples à des niveaux différents, mais par exemple, là, à Budapest, pour le dernier OQS, c'était a priori la fin de carrière de Kim Jane, la grimpeuse coréenne. Elle est passée par plein de choses pour en arriver là. Si c'est sa dernière voie en compétition, j'ai envie que les gens ils lui fassent un truc incroyable derrière. Tu vois, c'est hyper émouvant. Et du coup, tu as envie que les gens ils en profitent. Mais si toi, tu n'es pas au courant que c'est sa dernière voie, donc il faut vraiment un peu être renseigné. Plus renseigné que de la préparation concrète, on va dire. Il faut que tu saches qui va être là, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'est passé avant, est-ce que c'est important, enfin plein de choses, quoi. Ok. Voilà. Et autre chose que je me suis demandé, en fait, parler à un micro, c'est un exercice qui est vraiment pas évident. Enfin, nous, on le découvre là avec le podcast épisode après épisode. Toi, au final, ça s'est fait au fur et à mesure, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu t'es exercé ? Enfin, pareil, il y a tout le travail de l'élocution, la manière dont on parle. C'est des choses auxquelles tu avais réfléchi, que tu as travaillé à un moment donné, ou ça s'est fait au final assez naturellement ? Alors, naturellement, c'est un bien grand mot, un peu par la force des choses. C'est qu'au final, il faut bien que tu les dises, ces premiers mots au micro à un moment. Oui. Quelle que soit la manière dont tu te sentes, tu es là pour ça. Comme on disait tout à l'heure, pour moi, quand tu arrives sur un événementiel sportif comme une compétition d'escalade, tout le monde est dans le même bateau. Chacun a une manière de ramer qui va correspondre à ses compétences. Les ouvreurs, ils ont leur visseuse, moi j'ai un micro, les juges, ils ont le règlement, les tablettes, les bénévoles, ils sont là avec toute leur énergie et leur dévouement, etc. Et du coup, il y a un moment, il faut se lancer, quoi. Et honnêtement, j'ai fait un peu de théâtre dans ma vraiment plus jeune, un petit peu, j'en ai fait un peu au lycée aussi, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé. Tu étais sur scène, tu endosses un costume et t'y vas. Après, très honnêtement, la première Coupe du Monde à Chamonix, où je me retrouve au micro tout seul, j'avais pas de binôme, qualification de la vitesse. Moi, j'ai pas bien dormi pendant, je pense, 2-3 nuits avant, à me dire, mais qu'est-ce que je vais dire ? Et puis en fait, une fois que tu parles dans le micro et tu te rends compte que tu kiffes. Moi, les compétitions d'escalade, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui consacrent leur vie à faire ça, que ce soit les athlètes, les coachs qui les accompagnent, les parents qui ont dû accompagner les enfants en compétition. Enfin, tout ce petit monde de la compétition est quand même, on va pas se mentir, ultra bienveillant, gentil, je dirais fondamentalement. Après, il y a toujours un enjeu, il y a toujours des choses sur lesquelles il va y avoir de l'importance à un instant T. Mais quand même, de manière très générale, tout le monde est quand même content d'être là. Donc du coup, ça détend, ça fait du bien. Et puis dès que tu commences un peu à avoir des réponses du public, et puis partager, moi quand je commence à voir la compétition qui commence, c'est parti, quoi. Le micro, il est là, il est là parce qu'il est là, mais en vrai, je regarde une compétition d'escalade et je partage ce que je regarde, ce que je ressens. C'est assez égocentré, tout en étant bien conscient aussi que y a plein de gens qui t'écoutent, donc il faut que tu t'adresses à tout le monde. Mais c'est de manière très égoïste. Moi, je m'éclate en escalade et je souris souvent en compétition. Il y a plein de photos que je vois passer où je suis mort de rire. Oui, c'est stressant, mais en vrai, c'est génial. Oui, c'est vrai. Et tout à l'heure, tu disais que la Fédération française de la montagne escalade t'a fait confiance il y a quelques années et que tu es rentré comme ça un peu dans le circuit des compétitions nationales.
plus récemment, du coup, tu as speaké pour les compétitions des qualifications olympiques. Comment ton partenariat avec l'IFSC il a commencé? Est-ce que c'est via les Coupes du Monde en France il y a quelques années? Et comment là, tu as été appelé pour Shanghai et Budapest? Alors, il faut savoir que même au plus haut niveau, l'escalade reste un tout petit milieu. On connaît ce milieu-là tous. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde, personne qui nous sépare de tous les grimpeurs du monde. C'est un petit milieu. La FFME, on a commencé, j'ai fait mon premier championnat de France, qui est vraiment... La FFME est délégataire sur les championnats de France. C'est eux qui organisent, avec des comités d'organisation locaux. Les Coupes de France, c'est des clubs et des comités d'organisation avec on va dire l'égide de la FFME. Donc d'un côté, il y a des organisateurs qui ont commencé à m'appeler, et de l'autre côté, la FFME m'a fait confiance sur ces événements nationaux. Ce qui sont transformés, c'est sensiblement les mêmes équipes qui travaillent sur les compétitions internationales en France. Donc on retrouve le département compétition de la FFME, on retrouve les juges qu'on retrouve sur les compétitions régionales, nationales. C'est le même milieu. Et donc du coup, de la même manière, je pense que Christopher a dû à un moment ne plus être disponible pour ces compétitions-là. Et la Fédé a dit, si vous voulez, nous on a quelqu'un qui peut sûrement faire le job. Et du coup, j'ai fait mes 2 premières compétitions internationales il y a 3 ans, je pense, ça va être ma 3e année. Les étés, là, les Chamonix-Briançon qui sont des compètes incroyables. En plus, c'est presque les plus belles Coupes du Monde de la saison. Écoute, j'ai jamais fait de Coupe du Monde de bloc jusqu'à présent. J'aime beaucoup le bloc, mais alors je pense qu'en termes de Coupe du Monde de difficulté, Chamonix-Briançon, si c'est pas le top du top, c'est le top du vraiment top. Pas loin à mon avis. Parce que c'est déjà historiquement les plus anciennes. Le cadre, il est incroyable. Chamonix, c'est carte postale. Et le monde, je pense qu'en termes d'affluence, je serais curieux, je sais pas s'il y a des stats quelque part, je pourrais demander à l'IFSC. Il doit y en avoir, oui. Mais Chamonix... Les comptages de l'année dernière disaient aux alentours de 20 000 personnes dans le public. Briançon, je crois que c'était à peu près plus de 10 000 personnes, 10-11 000 personnes. Enfin bon, c'est... Du coup, c'est sûr que quand tu t'appuies sur le bouton là, et que tu dis quelque chose dans le micro et que tu as tous les gens qui réagissent, ça fait vibrer, genre vraiment. C'est incroyable. Et du coup, je pense que la passerelle s'est faite avec l'IFSC et beaucoup avec le fait que on a des Jeux Olympiques cet été à Paris. L'escalade fait sa 2e apparition. Donc il faut un speaker français, forcément, pour le public et pour le lieu. Que c'est moi qui ai ce job depuis 3 saisons, on va dire. Et du coup, il y a dû avoir des communications entre tout ça. Et ce qui m'a fait avoir un coup de fil un vendredi matin, je crois, ou jeudi matin, la veille des championnats de France de diff à Tarbes, pour me dire, dans 10 jours, on compte sur vous à Shanghai pour le premier OQS. Et sachant que peut-être 3 jours avant, j'avais reçu un mail de l'organisation de Budapest. Et là, je me suis dit, ok. Donc, j'ai annulé, et je m'en excuse encore une fois auprès de Butier et d'Arthur, ma présence au Big Block Festival. Je crois que tu y étais, c'était chouette. Non tu n'y étais pas allé. Je croyais. Mais j'ai eu parce des que bons je ne pouvais pas grimper encore à ce moment-là. Mais oui, ça avait l'air super cool. Et surtout, énorme événement... Ça avait l'air trop sympa, organisé par Butier. En Ile-de-France, un contest de bloc national. En mode festival avec des conférences et tout. J'espère qu'ils referont l'année prochaine. J'espère parce que aussi. Ça avait l'air hyper sympa. Voilà. Et du coup, l'un des avantages inconvénients, c'est que tu es assez libre de dire oui ou non un peu à qui tu veux. Mais il y a des fois où des choses, tu peux pas dire non. Et du coup, tu dis oui, mais ça veut dire que si tu avais déjà été, on va dire, booké pour un autre event, t'annules. Et ça, c'est pas top. Parce que c'est pas top de manière générale. Tu sais très bien que quand tu comptes sur quelqu'un et que, entre guillemets, au dernier moment, il te plante, c'est ni professionnel, ni quoi que ce soit. Mais en même temps, on a de plus en plus d'événements en escalade, de plus en plus d'organisateurs qui veulent un speaker aussi. Là où il y a quelques années, on filait le micro à un mec comme moi qui était à l'aise, qui connaissait un peu les gens qui allaient être là, et puis ça roulait. Là, il y a un niveau d'exigence qui s'est amené, mais on va dire, j'en parlais avec le gérant de la salle qui nous accueille aujourd'hui, Jérôme, qui me disait, mais pareil, en fait, l'ouverture, c'est pareil. Il y a 10 ans, si tu voulais ouvrir, tu prenais une visseuse et tu ouvrais dans ta salle. Et les gens, ils étaient contents. Là, maintenant, il n'y a plus personne qui fait ça. C'est ouvreur, c'est professionnel. J'ai l'impression que le boulot de speaker est en train d'arriver aussi dans cette direction-là.
Donc voilà, des fois, tu dois faire des choix aussi professionnels et pas que affectifs. Ouais. Ça m'empêche pas d'être allé expliquer le challenge Lamoureux cette année. Ça m'a fait bien plaisir. Justement, là, quand on t'a appelé pour les OQS, il y a toute une partie organisation, que ça soit pour le transport, pour le logement sur place. Est-ce que c'est à tes frais ou est-ce qu'au final, dans ton contrat, c'est compris, ils s'en occupent de s'organiser de cette partie? Là, je suis déplacé, défrayé, hébergé, Ok. des fois nourri aussi. Pour toutes les compétitions internationales ou là Pour on les parle... grosses compétitions, ouais. toutes les compétitions internationales, c'est une prise en charge. Ok. C'est qu'on te fait venir pour que tu parles dans le micro, mais ça te coûte pas d'argent. Ok. Donc c'est Oui, c'est plutôt bénéf au final pour complètement, toi. Ouais. complètement. Après, faut mesurer la valeur que ça a, mais c'est sûr que c'est une chance, c'est une chance incroyable. Moi, je suis un observateur privilégié du monde de la compétition de l'escalade. C'est top. Et justement, sur, mettons, une période d'1 mois, tu interviens sur combien de compétitions, généralement? Il doit y avoir une moyenne, ça ne doit pas être toujours la même chose selon les périodes. Ouais. Et est-ce que tu arrives à en vivre? Eh ben écoute, comme je te disais tout à l'heure, je continue à découvrir ce mode-là. J'ai eu plein d'étapes différentes dans ma vie professionnelle. J'ai été salarié, je suis travaillé à l'étranger, je suis indépendant, je suis moniteur d'escalade, je suis aussi associé dans une petite boîte d'escalade qui fait de la prestation de service, donc de l'ouverture, de l'encadrement et tout et tout. Ce boulot de speaker, il me permet de vivre complètement. Par contre, dans l'équilibre personnel, et j'en discutais aussi avec d'autres personnes qui font ce métier-là, d'autres speakers, il y a un moment aussi où tu peux pas faire ça tous les week-ends. Peut-être que ça dépend aussi de chacun. Pour te donner un chiffre très précis, l'année dernière, j'ai fait 38 compétitions sur l'année 2023. Ouais, c'est énorme. 38 compétitions, il y a 52 semaines ouais. dans l'année. Ouais. Sachant que généralement, et à peu près partout, entre le 15 décembre et le 15 janvier, il n'y a pas de compétition. C'est off. Et le calendrier fédéral, et les événements dans les salles privées. C'est les vacances scolaires où tout le monde s'en va et tout et tout. Donc, généralement, il n'y a plus grand-chose. Donc, ça te fait 1, 2, 3, 4 week-ends déjà en moins. Et le mois d'août est généralement un mois qui est beaucoup plus léger aussi en termes d'événementiel, en tout cas dans ce que moi je fais. Et voilà. Après, sinon, faut faire le calcul. Je suis pas très fort en maths. Mais l'année dernière, j'ai fait ma première compétition en septembre, le 4 septembre, avec le contest organisé par Montabloc et Karma, l'Open Régional, qui font maintenant depuis 2 saisons en Ile-de-France. Et après, c'est quasiment tous les week-ends. Quasiment, je pense. Voilà. Donc après, c'est un choix. Après, tu peux aussi, au début, c'est important aussi, tu as envie d'y aller partout. Enfin, tu découvres, c'est incroyable. Tu vas voir des grimpeurs partout en France. Tu fréquentes toute la communauté que t'aimes, dans laquelle tu te sens bien. Enfin, c'est top, tu vois. Non, je dis des bêtises. Je crois même que j'ai commencé plus tôt cette année à Brest, genre une semaine avant. Et elle se termine pour moi, du coup, là, au milieu du mois d'août, avec les Jeux à Paris. Donc, ça fait une bonne année, on va dire, une bonne saison. Avec plusieurs phases, les Coupes de France. Je fais principalement le bloc. C'est assez rare que je fasse des Coupes de France de diff. J'imagine qu'ils ont leurs ressources par rapport à ça localement. Et pas mal de Coupes de France de bloc. Et cette année, j'ai fait les 6 championnats de France. Bloc diff, vitesse, jeune senior. Et puis tu rajoutes des événements dans lesquels on se croise, les régions. En Ile-de-France, j'aime beaucoup travailler en Ile-de-France parce que déjà, c'est là que j'habite. C'est là que j'ai grandi en tant que grimpeur. C'est des copains qui sont à l'ouverture. C'est des gens que je connais qui grimpent. Ça me fait plaisir d'encourager tout le monde dès le début des qualifications parce que c'est aussi l'essence de mon métier. Je suis moniteur d'escalade. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les 6 ou les 8 qui sont en finale, qui aient des encouragements. Donc, je mets un espèce de petit point d'honneur sur mes listes d'appels à avoir dit le prénom de tout le monde et les clubs de toutes les personnes qui sont là. Parce que s'il n'y avait pas de grimpeurs et de clubs qui emmèneraient, il n'y aurait pas de compète. Donc, voilà.
Et ouais, non, ça fait un bon rythme. Ma vie sociale est principalement les week-ends en compétition. Le reste du temps, je suis perché dans ma chambre, derrière mon PC, et je me fais traîner par mon coloc en forêt de temps en temps, avec grand plaisir. Mais ouais, non, c'est un bon rythme. Et j'en vis correctement. Ok, trop bien. Ouais. Trop bien, ouais. Tout à l'heure, tu en as un tout petit peu parlé. En fait, parfois, tu vas commenter tout seul, notamment sur les compétitions régionales. Parfois, tu animes avec un ou plusieurs commentateurs, comme en Coupe du Monde. Quels sont les avantages et inconvénients de ces deux situations pour toi ? Moi, je trouve qu'il n'y a que des avantages à être plusieurs. J'ai une grosse croyance dans l'esprit d'équipe. Ça nous rend tous plus forts, je pense. On a tous des qualités, c'est sûr. On a tous des défauts aussi. D'en être conscient et de les partager avec une équipe pour se tirer vers le haut, je trouve que c'est top. Quel que soit le corps de métier, quel que soit... voilà. Donc du coup, je vais toujours avoir une préférence à être accompagné avec quelqu'un. Après, le binôme, il marche pas. Ça va être ou des habitudes de boulot, parce qu'il y en a aussi, il ne faut pas se leurrer, ou des personnalités, ou après la barrière, autre chose, la barrière de la langue. Là, à Shanghai, on était 3. Il y avait 2 speakers, il y avait un speaker et une speakeuse chinois, et moi. Et du coup, quand eux speakaient en chinois, moi, je comprenais rien. Moi, je speakais qu'en anglais, donc eux pouvaient comprendre ce que je disais. Mais du coup, ce petit lien qui est agréable à trouver, il est plus difficile. Après, on s'est adapté. Et puis, on avait 4 jours de compétition. Donc, le premier jour, on a fait, on va dire, un peu chacun notre sauce, en étant attentif, en laissant de la place au micro à l'autre personne, en se disant avant, vas-y, tu fais la prochaine, je fais le prochain. Ou si on fait la vitesse, voilà, tu fais la prochaine, les prochains départs pour alterner et tout. Le confort aussi, c'est que mine de rien, une compétition d'escalade, c'est long. Donc, si t'es plusieurs, tu peux faire des petites pauses, prendre un peu de recul. Pas être que dans l'émotion aussi, mais aller te balader, voir les gens, avoir des interactions, pas que avec le micro. Et ça, c'est top, parce que le moment où tu reprends le micro, les gens avec qui tu es venu discuter, ils vont être vachement plus attentifs à ce que tu vas dire aussi, parce que tu as interagi avec eux directement et pas juste via ton micro. Donc non, je veux gros plus sur l'équipe. Et ça va, le fait de commenter en anglais, c'est pas trop compliqué? C'est un exercice différent, du coup, parce que je me sens plus limité en anglais qu'en français. On va dire qu'avec le français, tu peux mettre des nuances différentes et utiliser, on va dire, même pour dire la même chose, tu peux ne pas être dans la redondance. Ouais. En anglais, j'ai aucun problème à discuter avec quelqu'un dans la rue, il n'y a pas de souci, parce que ça va être un niveau de langage et de conversation que je suis capable de tenir sans problème. Parler en public, dans une langue qui n'est pas la tienne, c'était déjà une première, en vrai. Et en plus de ça, c'est pas des compétitions marrantes. Donc, tu le sens, toi, tu sens que tout le monde est un peu sous pression. Tu as envie aussi que tout le monde respire et en profite, parce que c'est comme ça que ça va bien se passer pour tout le monde. Mais en même temps, tu n'as pas tous les outils avec la langue pour le faire. Donc, tu improvises. Et là, à Shanghai, au bout du 3e jour, mon cerveau, il a collapsé à un moment. Ça a pu marcher. J'arrivais plus à parler anglais. En public, chaleur, le soleil, mine de rien... Il y a le CIO, il y a l'IFSC, c'est aussi des gens qui vont t'écouter et qui vont avoir un avis sur ce que tu fais. Donc, tu as envie de faire le mieux possible pour tout le monde. Et à un moment, je sais plus quel tour c'est. Je me demande si c'était pas un tour de bloc de demi, des femmes. Et j'ai envie de dire quelque chose. Et là, il n'y a rien qui sort. Et là, je tape sur l'épaule de mes collègues en leur disant, les gars, je vous laisse 5 minutes. Il faut que j'aille boire. Tu vois. Parce que là, ça marchait plus, quoi. Et après, c'est reparti bien, mais ouais. Speaker en anglais, c'est un bon challenge. Tu m'étonnes. Je pense que c'est plus facile de speaker en anglais dans un endroit qui n'est pas anglophone. Parce qu'au moins, on va dire que pour tous ceux qui sont natifs, on est un peu tous à la même page, quoi. On parle tous pas anglais pareil. C'est comme ça. C'est pas notre langue d'origine, mais on s'en sort. Je pense pas être un jour invité à venir speaker aux États-Unis ou en Angleterre. Et je trouverais pas ça vraiment pertinent, tu vois, par exemple. Parce que du coup, sur les autres Coupes du Monde, c'était toujours en France et du coup, tu speakais en français pour le public français. Exactement. Okay. Tu fais une partie du protocole en anglais. Et puis après, après, ça c'est un petit côté perso, mais j'aime bien encourager. Je vais souvent demander aux délégations, aux athlètes ou aux coachs, comment est-ce qu'on encourage dans la langue de l'athlète.
Parce que je me dis juste, à ce moment-là, s'il l'entend, et l'athlète, ça va lui mettre un petit coup peut-être, et surtout tous les gens qui vont parler cette langue-là dans le public et tout, ils vont réagir aussi. Donc j'essaye de toujours avoir un petit aller en coréen, chinois, japonais. J'adore. Moi aussi, j'ai appris indonésien. tous les aller. Bah ouais, je c'est sais génial, les dire en dans fait. toutes les Bah, langues pour regarder les T'as coupes envie, du monde. tu Ouais. te dis c'est cool. Clairement. Donc voilà. Mais sinon, ouais, principalement en français, avec des temps en anglais. Et là, complètement l'inverse aux OQS, où je speakais en anglais, sauf quand les Français passaient, où je speakais en français. Je les encourageais en français et j'exhortais les Français dans le public à donner toute l'énergie qu'ils avaient, surtout que c'était particulièrement stressant chez les hommes pour les Français. Voilà. Et justement, sur les Coupes du Monde, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans le live comme toi tu fais, mais sur le live, en tout cas sur YouTube, il y a généralement 2 speakers. Il y a Matt Groom et généralement un invité avec lui qui change à chaque fois. C'est souvent un athlète qui est invité, qui change à tous les tours, à toutes les compétitions. Qu'est-ce que tu penses de cette configuration de Matt Groom avec un athlète qui change à chaque fois ? Bah, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a une approche qui peut être différente à chaque fois d'une même compétition. Surtout que les compétitions, elles ont toutes un peu leur style, on va dire, que ce soit en bloc ou en diff. Mais quand tu regardes une Coupe du Monde, le format est identique d'une Coupe du Monde à une autre. Et donc, du coup, d'avoir une approche différente, on en a parlé rapidement tout à l'heure pendant qu'on grimpait, mais j'ai adoré le duo Matt Groom à Alex Honnold, par exemple. J'ai trouvé ça ultra rafraîchissant, qui sortait un peu des standards de ce qu'on entendait. Il y a certains duos que je trouve plus pertinents que d'autres. Mais après, l'exercice est sympa. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir quelqu'un de différent à chaque fois. Après, je reconnais aussi l'intérêt d'avoir une équipe qui est fixe et qui fait toujours ensemble. Parce que du coup, c'est ce qui se fait dans d'autres sports. Tu as des commentateurs. Souvent, tu as une équipe, tu as le commentateur ou le journaliste sportif et le consultant. Ça, c'est pour le format télé un peu. Le journaliste sportif, c'est un journaliste sportif. Il connaît son métier, il sait ce que c'est que gérer un live, gérer une retransmission télé, tous les ficelles, entre guillemets, du planning, etc. etc. Et tout. Après, en fonction des sports, ils vont avoir des intensités, des énergies différentes, mais tu vas regarder du foot, il y a un style de commentateur, tu vas regarder un autre sport, le basket, etc. Et tu as le consultant qui va, lui, apporter une légitimité technique qui va être d'autant plus pertinente si elle est vulgarisée, si elle est compréhensible par le plus de monde possible. Et ça, je trouve ça top. Et chacun a un peu son rôle. Le journaliste va par exemple poser des questions au consultant qui, lui, ça se trouve en tant que journaliste, il ne connaît pas la réponse. Qu'est-ce qu'il en sait ? Qu'est-ce que c'est la règle pour l'appel si tu as un pied sur la dégaine, tu vois ? Il est journaliste sportif, c'est pas un spécialiste de la discipline. Ça, il faut vraiment en être conscient. Et je sais pas ce que tu allais dire, Gabriel, mais il y a des fois, il y a des journalistes où ça marche pas trop bien avec Ils l'escalade. sont nuls. Mais j'ai un truc en tête où ça m'avait vraiment dérangé en fait. Ça m'avait vraiment dérangé et j'ai trouvé que le journaliste, il était pas du tout pertinent sur la compétition et même avec les athlètes au final qu'il est allé directement interviewer juste après l'annonce. J'ai trouvé ça vraiment pas pro en fait. Ça progresse, ça avance. Je partage ton point de vue en tant que passionné et en plus, je pense avec un peu de sensibilité sur les émotions et notamment celles des athlètes. Bah ouais. Il y a des choses, je pense qu'il faut savoir où est la limite, même dans le journalisme. Et au contraire, il y a des choses à mettre en avant qui seraient d'autant plus intéressantes. Mais tant qu'on n'a pas de journalistes sportifs qui ont fait de l'escalade, qui ont présenté de l'escalade, qui ont été au contact de consultants, faut savoir que le boulot de consultant en escalade, il est ultra récent aussi. Je trouve que, par exemple, Mathieu Dutrey sur Eurosport, c'est top. C'est hyper intéressant. En duo avec un journaliste sportif, c'est pertinent. Et puis, il a toute l'émotion et toute l'expérience. Il est ouvreur international, il a coaché des athlètes, etc. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Il y a d'autres rédactions sportives ou directions sportives
qui doivent encore, je pense, progresser dans leur approche et leur présentation de l'escalade, c'est sûr. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas le métier de consultant, tu pourrais rapidement expliquer la différence en fait On a parlé du journaliste sportif qui est donc lui qui va guider, on va dire, le direct. Après, moi, je suis pas un spécialiste de ça du tout. On va dire que moi, je suis de l'autre côté. Je suis avec le public et les gens et leurs gars. Et le consultant, ça va être le binôme qui va apporter tout le regard technique, la connaissance du métier, la connaissance du milieu, le background des athlètes, leur palmarès. Les journalistes sportifs vont bosser, mais ils vont bosser avec des choses qui existent. Des datas, ils vont aller chercher. Ils bossent, attention. Ils font des trombinoscopes avec les têtes des gens, avec leurs meilleurs résultats. Enfin, c'est leur métier, ils le font. Mais c'est pas parce que tu as un âge, une taille et un des meilleurs résultats que tu connais. Ouais. Tu connais pas. Tu peux être capable de donner une information, mais pour tous les gens qui vont connaître, en fait, si tu tapes à côté dans l'intention ou dans l'énergie, ça marche pas. Ça peut être, comme tu dis, gênant, parce que tu te dis, mais là, en fait, c'est pas ça, tu vois. Mais après, il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'escalade maintenant que c'est télévisé, qui vont pas forcément connaître et qui vont pas avoir le même point de vue que toi. Et là où je trouve ça dommage, c'est que du coup, en tant qu'acteur de l'activité, tu as envie de donner un point de vue qui va la mettre en avant, et les athlètes, et l'activité, et l'organisation et tout. Et c'est sûr que quand c'est pas forcément juste, tu te dis on peut mieux faire. Mais tout le monde peut mieux faire et on en est qu'au début, je pense. Oui, clairement. On en est qu'au début. Il y a une question qu'on a envie de te poser, c'est que dans le secteur sportif, les femmes, elles sont encore assez sous-représentées dans les instances directionnelles, dirigeantes au poste d'encadrement technique. Même si les femmes, elles ont encore peu la parole, le commentaire sportif, il a tendance à plutôt se féminiser, mais assez lentement. Au sein de la IFSC, il y a souvent des athlètes féminines justement qui sont invitées avec Matt Groom pour commenter les demi-finales, les finales. On a déjà entendu par exemple Oriane Berton au micro avec Matt Groom. L'année dernière sur les championnats du monde, il y avait Shona Coxey qui est une ancienne athlète qui était en binôme avec Matt. Mais les speakers un peu références, c'est plutôt des hommes. Selon toi, pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de commentatrices ? C'est une super bonne question. Il y a une volonté de plus en plus, notamment de la part de ces instances et de ces fédérations. À chaque fois, on ne sait pas à chaque fois. Au jeu, il me semble qu'il y a une parité. C'est une volonté. Il y a aussi une parité dans les athlètes. C'est ultra sociétal, c'est ultra actuel. J'ai commenté une fois avec Oriane Berton des championnats de France de diff senior. Elle n'a pas beaucoup parlé dans le micro parce qu'il y avait forcément un enjeu sportif aussi. Donc après, il faut trouver aussi quelqu'un qui va se sentir prêt, motivé, qui a envie de le faire. Que ce soit un homme ou une femme, je pense qu'on a tous le même niveau de pertinence à partir du moment où c'est quelque chose qui nous parle. Il faut y aller, il faut se lancer. J'ai commenté avec Ina Plassoudjiga les championnats de France de diff jeune l'année dernière aussi. C'était une super expérience. Elle m'a surpris incroyablement. Et c'était ultra carré, c'était ultra pro. On s'est dit qu'on referait ça. Mais encore une fois, elle est encore compétitrice. Là, elle va grimper. Tu vois, Chamonix et Briançon, elle grimpe. Du coup... bienvenue, venez tous, venez partager le micro, franchement, c'est top. Et je pense que c'est plus une question d'habitude, mais comme dans plein d'autres milieux. Et qu'il n'y a rien qui devrait empêcher le fait que ça change et que ça s'ouvre à toutes les personnes qui sont motivées et qui se sentent, si on leur laisse la possibilité de le faire, il faut y aller, quoi. Mais il me semble qu'il y a Charlotte Durif qui est peut-être, elle, plus consultante, comme t'expliquais. Tout à fait. Pour qui travaille, il me semble. Avec France TV, ouais. Et il y a eu aussi Cécile Avezou pendant un moment qui était souvent au micro, mais il y a plus quelques années, qui était souvent en binôme avec François Legrand, il me semble. Ouais, elle a fait aussi des binômes avec Nico Januel sur commenter des championnats de France, ouais. Mais c'est vrai que maintenant, Cécile, elle a changé de métier. Oui. Elle fait plein de choses, donc ce que je veux dire, elle pourrait toujours le faire, je pense. Mais après, je pense qu'il y a un moment, en fait, où on a demandé à des gens, en se disant que ce serait pertinent et que ça marcherait. Mais c'est des gens qui avaient un autre métier, clairement.
et qui sont pertinents parce que justement ils ont cette expérience et cet autre métier ou cette vie ou d'athlète, d'entraîneur, d'ouvreur, et donc forcément ils sont capables de parler d'une compétition d'escalade et c'est souvent pertinent, surtout quand on va dire qu'il y a une certaine époque, les gens qui regardaient les championnats de France d'escalade, par exemple de bloc, je pense qu'il y avait 100% de grimpeurs. Donc du coup, ça marche. Tu mets un grimpeur quelqu'un qui connaît le milieu de l'escalade, il peut te commenter ça sans aucun souci, je pense. Là où ça devient un peu plus, avec un peu un enjeu différent, c'est plus on va élargir le public. Que ce soit sur les compétitions en direct ou via les retransmissions télé maintenant. Je sais que Shona Coxie, du coup, l'année dernière, dans les commentaires des lives, elle avait été encensée sur son commentaire. Elle était incroyable, Shona. Elle J'ai était bien aimé. Incroyable. Elle parlait a un beaucoup. sacré débit. Ouais, c'est clair. Ça m'a impressionné. En plus, Elle parlait beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle était hyper pertinente dans ses commentaires. Et comme c'est une ancienne athlète, elle connaît hyper bien le milieu, elle connaît super bien les athlètes. C'est des amis à elle pour certains. Ouais, et puis elle a la légitimité. Elle peut, par exemple, aller tester les blocs. Oui. Elle peut aller faire plein de choses. Ça, c'est top. Mais il me semble qu'elle avait testé les blocs d'ailleurs. Tout à fait. Alex Honnold l'avait fait aussi. Shona avait testé à Berne. Moi, j'ai testé le bloc 1 aux OQS. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais en tout cas, vraiment, je suis persuadé qu'il y a encore plein de choses à faire. Et des podcasts et des médias qui donnent la parole et qui montrent aussi des facettes qu'on ne connaît pas forcément, notamment des compétitions, parce que là, on parle de compétitions d'escalade depuis tout à l'heure. C'est top. Ça va élargir en fait le champ de compréhension aussi. Waouh, ah oui, il y a ça, et puis il y a ça, et peut-être ça va faire naître des vocations aussi, et des gens qui vont se dire, ah ouais, moi je veux faire ça, c'est incroyable. Enfin, Et pour toi, est-ce qu'il y a des choses justement qui pourraient être améliorées ? Est-ce que tu as des pistes un peu en tête, choses que tu penses qui pourraient être poussées plus loin, que ce soit dans le live ou dans le speak, sur l'organisation de compétition Est-ce que tu as déjà pensé à des choses ? Est-ce que tu as déjà suggéré des choses aux organisateurs ? Il y a souvent des bons temps d'échange. En amont, moins. Le speaker, c'est quand même... T'arrives un peu quand même comme un cheveu sur la soupe à la fin. Tout est prêt. Tu fais 1-2, 1-2 dans le micro pour voir s'il y a tout qui marche la veille. Et puis, on te dit, OK, c'est bon, ça marche. Et puis, voilà, il n'y a pas... faut se dire aussi qu'il n'y a personne qui te dit ce que tu dois faire ou pas. C'est un boulot assez solitaire. Tu n'as pas de chef speaker, de responsable speaker, qui va te donner voilà. Non, tu te démerdes. et donc, du coup, forcément, il y a des moments où tu sens, par exemple, une limite à quelque chose. Tu vas en parler. On va discuter avec les organisateurs. Est-ce que ça pourrait être intéressant peut-être de faire ça, de faire ça ? Puis, les règlements changent aussi. Donc, par exemple, là, à Budapest, moi, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait jusque-là parce que j'en avais pas forcément la possibilité réglementairement. Mais avant le passage de Brok Raboutou, le dernier run en diff, je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière à passer, mais je crois que c'était la dernière. On ralentit un tout petit peu le délai de transmission du live parce qu'il y a Alessandro de l'IFSC qui me dit si elle atteint cette prise-là, elle gagne. Elle a l'or, elle gagne, du coup, elle fait le doublé Shanghai-Budapest. Et du coup, je lui dis, mais là, moi, si je peux le dire, j'ai pris un laser, j'ai fait le tour de la prise, tous les gens derrière, ils ont vu laquelle c'était, et Brooke, elle a touché cette prise-là, elle l'a tenue, et elle est tombée. Du coup, forcément, il y a eu un vrai truc. Les gens, ils ont compris instantanément, au moment où elle a grimpé, qu'elle avait gagné. Même si à côté de ça, tu as l'écran en live avec le résultat, c'était un petit niveau de communication supplémentaire qui, moi, j'ai senti a vraiment fait quelque chose avec le public. Tu crées un lien avec le public. Ouais, mais ça, c'était une idée d'Alessandro de l'IFSC. Il m'a dit, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée si on faisait ça ? Je dis, vas-y, fonce, si on peut le faire, on y va. Clairement. Et puis plein d'autres choses. L'année dernière, c'est Émilie Gueux, par exemple, à Chamonix. Je ne sais pas si vous avez vu ces images ou si vous y étiez. On a éteint toutes les lumières sur la place du Mont-Blanc et on a fait lever les téléphones comme ça. Enfin, 20 000 personnes qui font ça juste avant le début du lancement d'une finale. Ça te fait quelque chose incroyable. Ça dépasse complètement le sport, la compétition et tout. Et c'était une idée de la directrice de la compétition, du département compétition. Donc on peut tous, je pense, s'apporter des trucs du moment qu'on a un petit possibilité de faire des retours et on en a en permanence. Je pense que dans toutes les compétitions sur lesquelles j'ai travaillé, ou presque, il y a eu un petit mail de retour. On n'hésite pas à se faire un débrief. Qu'est-ce qui va pas. Voilà, donc non, c'est chouette. C'est intéressant de collaborer. Ouais. Trop bien.
À l'inverse, quelles sont les difficultés que tu aurais pu rencontrer dans le métier de speaker? S'il y en a. Oui. Moi, Peut-être au début, au final, les premières fois. t'as envie, en fait, t'as envie d'être pertinent. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être pertinent. C'est que les gens qui écoutent se disent pas il reparle dans le micro, tu vois. Oui. Et aussi, j'ai envie de faire ce lien, mais pas moi avec le public ou moi avec l'athlète, mais entre ce qui se passe sur le mur et ce que les gens vont comprendre et voir. Du coup, la difficulté, elle est là, je pense. De pas dire de choses erronées, parce que c'est aussi... Tu vois, il y a pas longtemps, je suis allé sur la 2e journée de l'événement Grimpeuse à Fontainebleau, parce que je me retrouve quand même du coup régulièrement maintenant avec un micro et à dire des choses que plein de gens vont entendre. Et tu as aussi envie de t'adresser à tout le monde, pas que au milieu que tu connais. Et c'est très facile de rester dans ce que tu connais quand tu as un micro et quand tu as envie de parler, parce que c'est la zone de confort et tu sais, tu maîtrises ton sujet, etc. Et au fur et à mesure des compétitions, j'ai eu des petites remarques, des gens qui sont venus me voir en me disant « Dis donc, t'aurais pu dire que t'as parlé du papa, du grand frère, de l'autre frère et de la petite sœur. Mais moi, j'existe, je suis la maman, je les emmène en compétition, je les emmène à l'entraînement et tout et tout. » Et je remercie encore une fois la personne qui est venue me dire ça, parce que même si j'y pense, je vais pas forcément le dire au micro, ça va peut-être exclure des gens qui vont se dire « Bah ouais, mais attends, nous aussi on existe, quoi. » Donc j'avais demandé si je pouvais venir à Grimpeuse pour écouter, pour une fois, et pas parler. Et c'était très intéressant. Et je remercie Grimpeuse de m'avoir autorisé à venir écouter ce qui se passait sur cette journée-là. Du coup, la difficulté, elle est plus quand tu as envie de proposer quelque chose qui va s'adresser au plus de monde possible, et en même temps de rester pertinent pour les gens qui connaissent, et en même temps de rester accessible pour les gens qui connaissent pas. C'est ça va être nivelé un peu. Et puis, j'ai toujours des gens qui m'ont accompagné et aidé dans tout ça, même si je dis qu'on n'a pas de chef et pas de... Il y a des gens qui vont te faire des retours quand même. Oui. Pas que te passer la main dans le dos et te dire c'était génial, bravo et tout. Et aussi, tu vois, Christopher m'a dit un jour, ne commence jamais une phrase sans savoir comment tu l'as finie. Parce que ça, c'est un piège qui est ultra facile. Tu veux commencer à dire quelque chose et puis tu peux te perdre. Et puis le problème, c'est qu'au micro, les gens, ils attendent que tu finisses, quoi. Donc, ne pas commencer une phrase sans savoir comment la finir, c'est un truc que je me dis assez régulièrement au moment de commencer à parler. Ça peut Gabrielle, marcher. elle se perd tout le temps quand elle parle. Ce n'est pas fait pour moi. Après, il y a un truc qui est facile, c'est que speaker, c'est pas comme artiste. Je vais pas chanter une chanson, c'est pas quelque chose que je vais créer moi. J'ai un support. Le support, c'est la compétition. Ouais. Et je vais me servir de ce support-là pour faire mon truc. Ouais. Et ça, c'est cool. Une compétition qui marche pas, s'il y a 0 bloc qui sort, si le tour, c'est une cata... Enfin, je sais pas comment dire, mais là, tu peux faire ce que tu veux. Au bout de 4 minutes, regarde Aymori, la pauvre à Innsbruck. C'était horrible. Moi, là, je me dis, c'est horrible pour elle, Ouais. c'est horrible pour tout le monde. C'est horrible pour les ouvreurs, c'est horrible pour le speaker, c'est horrible pour le public. Bon, et après, à côté de ça, ça reste une compétition d'escalade. Enfin, on sauve pas des vies tous les week-ends non plus. Faut être aussi rationnel aussi. Donc, dans notre milieu, ça va avoir... on va dire un degré de conséquence plus ou moins importante en fonction de comment on le vit. Mais à côté de ça, et ça c'est aussi une phrase qu'on m'a répétée, et notamment les organisateurs, c'est une compétition d'escalade. Il y en aura sûrement une autre le week-end prochain et sûrement une autre le week-end d'après. Et on ne sauve pas des vies. Donc on peut faire les choses de la meilleure manière possible. S'il y a un moment, il y a un truc qui ne se passe pas bien, c'est comme ça, et on interrompt, et ça va peut-être faire hurler des gens, mais à côté de ça, il y a pas mort d'homme, quoi. Enfin, encore une fois. Donc, puis on oublie, on passe à autre chose. Enfin... Le week-end d'après, la compétition du week-end d'avant. Enfin, t'es compétitrice, Agathe, tu sais ce que c'est. Tu sais que la réalité d'une journée de compétition, elle peut être complètement différente d'un week-end à l'autre, d'une compétition à l'autre. Et même en tant que compétiteur, tu sais pas forcément pourquoi, comment, même si tu peux avoir des pistes, etc., essayer d'optimiser pour avoir le moins d'aléas possible. Je pense que c'est partout pareil, quel que soit le niveau, et quel que soit le corps de métier. Il y a des fois, tu es au top, puis il y a des fois, tu es un peu moins au top, mais ça n'empêche que ça se passe bien quand même. C'est le concept même de l'escalade. On passe notre temps à tomber et on y retourne. Et ouais. Non, mais complètement.
Et du coup, est-ce que tu as déjà fait face à des critiques sur ton travail et comment tu as vécu ça? Non, il est génial. Il est génial. Non, alors, Tout est parfait. Non, mais alors les critiques, Pas forcément négatif, ça peut être constructif. Ouais, je les accueille toutes parce que, enfin, il y a pas beaucoup de moyens de te faire un auto-retour sur ton boulot. Ouais. Parce que t'es À part toi de avec t'auto-écouter. Bah, ça m'arrive de le faire. Ouais. Enfin, je sais pas si vous le faites aussi avec ce genre ouais. de Bah, on format. est obligé Alors là, d'écouter. Bien ouais. sûr, tu te Ouais. réécoutes. J'ai commenté quelques fois, il y a pas mal de compétitions, mine de rien aussi, où la voix du micro, où je commente la compétition en direct, c'est aussi la voix qui va être sur le live. Mhm. Ce qui est un exercice qui est pas facile, parce que tu mets quand même pas la même intention quand tu commandes des images sur un écran, ce que les gens vont voir derrière et ce qui se passe dans la salle, des fois, il n'y a pas la même chose, tout bêtement. Donc c'est un exercice un peu bizarre, donc c'est bien de le savoir avant, si ta voix, et c'est aussi celle du live. J'ai aussi fait une fois que le live, en Suisse, championnat suisse l'année dernière. Ils m'ont pas fait de critique, mais ils m'ont pas rappelé cette année, du coup je sais pas si c'était bien ou pas. Okay, ouais. Mais voilà, c'était un premier exercice pour moi, j'avais jamais fait genre vraiment que du live. Surtout que c'était que du live, mais dans la salle avec la compète en direct, et je piquais de temps en temps la compète aussi. Bon, c'était un exercice intéressant. Je remercie vraiment de l'invitation parce que j'ai trouvé ça génial et hyper intéressant, et je pense que je prendrai du plaisir à le faire si ça doit évoluer un moment ou pas. Mais des critiques, à part, je te dis, des retours, des gens qui viennent te voir directement, et il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Pour te dire, bah là, t'as oublié de dire les Bretons, tu vois. et Thomas Roland, que j'embrasse bien fort, m'a fait remarquer ça une fois après la Coupe du Monde de Briançon, l'année dernière. Et du coup, sur toutes les compétitions, même à Shanghai, je demande s'il y a des Bretons dans le public, au cas où, pour pas me faire engueuler, parce que quand même. Hein. Parce que les Bretons, trop quand drôle. même. Donc, des critiques, je pense qu'on s'en fait déjà tous beaucoup soi-même fort. Et c'est top, parce que ça veut dire que tu as envie de progresser et tu te remets en question. Et voilà. Après, il faut aussi savoir prendre les bonnes choses, comme tu dis, quand on te dit que c'est top et que tout le monde a passé un bon moment, et bah ok, bah cool, ça veut dire que j'ai fait un bon boulot, et puis moi aussi j'ai passé un bon moment, donc ça veut dire que ce que j'ai transmis c'était aussi mon ressenti personnel, et j'en suis quelque part un peu, ça flatte l'ego, mais bah ouais, j'ai pris du plaisir, et si les gens en ont pris aussi, et bah ok, c'est bon, je peux rentrer chez moi, et vivement la prochaine, quoi. Tu vois. Ouais, faut être fier de soi en vrai, quand on réussit bien quelque chose. Ouais, je pense que ça fait partie de ce qui peut te donner de la confiance pour continuer à le faire. Et à côté de ça, d'être suffisamment lucide aussi et capable d'entendre quand on te dit, bah là, par exemple, t'es passé à côté, quoi. Pour l'instant, on me l'a pas dit, donc, mais si jamais ça doit arriver, je préfère qu'on me le dise. Vraiment. Enfin, c'est important. Ouais, complètement. Ouais. Du coup, à l'inverse, quel est ton meilleur souvenir d'escalade en tant que speaker? Enfin, est-ce qu'il y a des événements, des moments hyper marquants? Honnêtement, je peux pas te faire de plus, de moins, de classement, parce que à chaque... alors pas à chaque, mais dans beaucoup d'événements, il y a toujours quelque chose qui va te marquer. C'est hyper riche en émotions. Complètement, voilà. Bah, je pense que c'est le principal, et elles sont réelles, ces émotions, elles sont pas feintes. Donc, comme on disait tout à l'heure, toi, tu es en première ligne, en vrai. Quand tu vois un grimpeur qui redescend frustré parce qu'il n'a pas réussi, il est en face de toi. Tu vois un grimpeur qui redescend avec une émotion incroyable parce qu'il vient de toper sa voie et qu'il est, je sais pas, champion de France, championne du monde ou autre. Bah, tu prends l'émotion en pleine tronche aussi. Et puis tu vas speaker, je prenais l'exemple tout à l'heure du championnat régional U12, U14, et t'as des gamins, sans que ce soit péjoratif du tout, qui font leur première compétition, qui ont un sentiment d'accomplissement incroyable, ou alors l'inverse, qui sont complètement frustrés. Et là, tu as envie de leur dire, mais non, mais reste, tu vas voir, ça va être cool à un moment. Et puis si ça te plaît pas, en vrai, c'est pas grave. Il y a plein d'autres manières de faire de l'escalade. La compétition, c'est une des directions qu'on peut prendre en tant que grimpeur. Si on parle d'escalade, il y a des formes et des variétés d'escalade qui sont, je dirais, quasiment infinies. Enfin, moi, je me rappelle grimper entre le couloir, entre ma chambre et celle de ma chambre, celle de ma sœur quand j'étais gamin, parce que j'aimais bien prendre de la hauteur. Voilà, grimper, c'est pas gagner une compétition, et puis gagner une compétition, ça veut pas dire que t'es le meilleur pour toute ta vie. Enfin, voilà. Donc ouais.
pas de meilleurs moments. Il y a des moments marquants quand même, et puis ils vont être un peu plus personnels, tu vois, des petits trucs. Tu vois, j'ai l'année dernière sur la Coupe du Monde de Chamonix, du coup, il y avait Jane Kim, la grimpeuse coréenne, qui grimpe, qui était ultra contente d'être là, ultra détendue. Christopher qui l'a fait venir à côté, on rigole. Il y avait ma copine qui était là, Maude, et elle a une affiche d'une Coupe du Monde de Briançon où elle est sur l'affiche sur la Coupe de France. Et il y a Kim Jane qui est sur l'affiche de la Coupe du Monde. Et du coup, elles sont toutes les deux sur la même affiche. Et du coup, Jane, elle lui a signé son affiche et tout. Moi, j'étais là. Tu te dis, putain, j'ai de la chance, en fait. Je suis privilégié. Et en plus, je peux faire un peu profiter des gens que ça me tient à cœur. Ça, c'est un très bon moment, tu vois, par exemple. Qui n'a rien à voir avec un résultat sportif. Mais ouais, non, il y a des... en coupe... Et sans se piquer, je pense qu'un de mes meilleurs moments aussi, c'est Bercy 2016, Manu en finale de bloc. Il m'a fait vibrer. On va dire que le micro et le côté speaker, c'est une petite extension à un moment de tout ce qui me fait kiffer dans l'escalade tout le temps. Mais non, j'aime toutes les compètes. Ouais. J'aime toutes les compètes. J'aime le contest à Vertical Art, comme la Coupe du Monde ou le championnat U12, U14. Je kiffe. Il y a la même passion dans les gens. Ouais. Dans les athlètes, dans les gens qui sont là pour encourager, pour accompagner. Tes coachs de l'USBI, tu as le même investissement que le sélectionneur et le coach de l'équipe de Slovénie. Tu sens la même vibration chez les gens. Et ça, c'est trop bien. Trop bien. Est-ce que tu aurais une ou des anecdotes un peu marrantes? Je pense que tu dois en avoir des tonnes. Une qui te vient en tête comme ça que tu pourrais nous partager. Honnêtement, Agathe, peut-être ça va te décevoir, mais j'ai pas tant d'anecdotes. Ou alors c'est des petits moments, tu vois, où tu vas avoir un athlète qui, tu sais pas pourquoi, il va te prendre dans ses bras à ce moment-là, tu vois. Là, je me rappelle, c'est tout récent, mais à Budapest, il y a un des grimpeurs de vitesse de l'équipe indonésienne qui arrête, qui a 37 ans, le même âge que moi, et c'était sa dernière compète où il se qualifiait, et eux, ils avaient le même délire, ils avaient déjà un athlète qualifié en vitesse. Du coup, ils avaient qu'une seule place pour, je sais pas combien, en plus, il devait être au moins 3. Et du coup, il y a Aspar qui s'était fait une crête pour l'occasion, il se fait toujours une crête, donc on s'est pris dans les bras, l'équipe de mecs avec des crêtes, et je lui ai dit, ça va vraiment, ça va me faire mal au cœur de plus te voir sur les compètes. Et il me dit, mais t'inquiète, je viendrai à Paris pour encourager l'équipe. C'est plus des petits moments comme ça que des vraies anecdotes. Après, il y en a des anecdotes, mais qui sont pas inhérentes, on va dire, au rôle de speaker, ou alors ça fait partie du job, tu vois. Il y a une flower ceremony, tu sais, la petite cérémonie du podium que tu fais avant le vrai podium, où on me donne les mauvais résultats. Du coup, j'appelle les mauvais grimpeurs sur la... Et tu sais, t'es là et tu dis, mais là, il y a un problème. Et puis le mec est là il a pas l'air content, il sait que ça doit pas être lui qui a gagné, tu vois. Et toi, quand même, t'as 3 noms sur ta feuille, et il y a un moment où il faut que tu dises les 3 noms qu'on t'a donnés, parce que c'est ton job. Et puis après, tu te rends compte que c'était pas ça, et même, tu vois... Sur une des dernières compètes, je me suis emmêlé les pinceaux entre Hannes Pouman et Hannes Van Duysen. J'avais Hannes Pouman qui était à côté de moi et je dis Hannes Pouman qui est dans sa voie, et je me retourne et je le vois, il me regarde. Je le regarde, on rigole, je dis désolé, il me dit on s'en fout. Tu vois, des petits trucs comme ça. Ouais, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Alors oui, il y a des petites anecdotes comme ça, il y en a, c'est sûr. Mais c'est des petits moments de compète qui font partie du truc. Et le côté speaker, il y en a des marrantes, mais je pense du côté orga général, il y en a des sacrés aussi. Je crois que l'année dernière à Tarbes, il y avait une espèce de cascade dans le gymnase la veille de la compète pour les France de Div Senior. S'il y avait eu une tempête, il y avait une vitre qui avait pété. Ils ont passé la soirée avant la compète à tout éponger. Enfin, tous des petits trucs comme ça qu'on voit pas du tout quand on arrive le jour J, quand l'event commence. Normalement, tout le monde est au max et tout doit bien se passer. Mais tous les trucs qu'il y a eu avant, et encore une fois, moi j'ai un rôle qui est minime par rapport à tout ça. J'arrive, on me donne des listes de départ et on me dit allez Rémi, ça commence à 9h demain. J'espère que tu es en forme. J'espère que je suis en forme aussi. Ouais, alors ok, le rôle c'est d'être bien en forme, bien présent le jour J, de se dire que tu vas passer un moment, de pas y aller comme en prenant ça par-dessus la jambe, et te dire que à chaque fois que tu arrives dans un endroit sur un gros événementiel sportif ou une compétition, c'est souvent l'un des plus beaux moments de l'année pour les organisateurs, par exemple. C'est un investissement colossal de temps, d'énergie, de gens et tout.
Et toi, tu arrives et il faut que tu lui mettes des petites paillettes et que tu le fasses un tout petit peu briller parce que tu es là pour ça. Du coup, le devoir, c'est d'arriver en forme et de partager ce moment-là avec les gens qui l'ont créé, quoi, je pense. Et où est-ce qu'on va te retrouver prochainement ? Où est-ce qu'on va pouvoir entendre ta douce voix ? Et prochainement, la saison internationale Basson plein, avec du coup les 2 OQS qui viennent de se terminer. Je suis encore un peu en phase de redescente. Il y a un petit contre-coup post-compète, un petit blues. Tu vois, t'arrives, tout est à 100%, tu dors 4 heures, t'es au taquet, et puis tu rentres d'un coup et t'es là, ok, là faut que je fasse de la compta, un peu du PC, et c'est pas toujours facile. Et du coup, là j'ai pas dit non à aucun autre event, et de manière je crois qu'il y en a pas d'autres tant que ça. Prochain rendez-vous le week-end du 13, 14, 15 12, 13, 14 juillet, le week-end prochain, pas celui qui arrive, celui d'après, Chamonix, World Cup de Chamonix, incroyable, en duo avec Christopher Hardy tout le week-end. On va se régaler, c'est une trop belle compète. J'ai pas trop regardé encore les inscrits parce que je sais que c'est quand même une saison qui est particulière avec les Jeux. Ouais. Après, la Coupe du Monde de Briançon, avec de la vitesse cette année en plus à Briançon, donc 2 rendez-vous. Quel que soit le niveau de fan qu'on soit de l'escalade de vitesse en tant que grimpeur, en compétition, c'est incroyable. C'est ce qui a le plus haut degré d'exigence, de précision et de mental pour moi, parce que tout est condensé dans entre 7 et 5 secondes, grosso modo. Donc, c'est assez impressionnant. Se piquer pour la vitesse... Tu présentes les athlètes et tu dis « Allez, oh, incroyable, il a fait moins de 5 secondes !» L'année dernière, à Chamonix, le premier 5-0-0, c'était en qualif. C'était ouf. Ouais. Donc, non, tu speaks différemment. Le bloc, la diff et la vitesse, de manière, tu fais 3 trucs un peu différents quand même, en vrai. Si tu commentes l'activité, ce que tu fais de manière assez limitée en tant que speaker, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas le droit de dire, c'est complètement différent, le rythme est différent. Donc forcément, l'interaction avec le public, elle est différente aussi. Une demi-finale de diff, quand tu as 26 athlètes qui passent dans la même voie et que c'est une voie résie... C'est long. En fait, il y a un moment, tu te dis, mais là... Je peux plus leur demander d'applaudir, là, c'est pas possible. et pourtant, si, tu as envie que le 26e et la 26e, ils aient le même niveau d'énergie que tous ceux qui sont passés avant. Mais ouais. Moi, vous pouvez me payer pour encourager, il n'y a pas de souci. Il va y avoir des leaders d'ambiance pour les Jeux Olympiques, parce que ce sera le dernier rendez-vous de l'été. J'adore. Pour l'instant, moi, ce sera du 1er au 10 août au Bourget pour l'escalade au JO 2024. Ouais, ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Et tu seras en duo avec quelqu'un Je n'ai pas encore toutes les modalités. Ce sera même, je crois, plus un trio qu'un duo. Je crois qu'on Je suis avec une speakeuse qui va faire toute la partie protocolaire en français et en anglais. Elle est bilingue, elle est française et américaine, je crois. Franco-américaine. Et sûrement un binôme. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas tous les détails. Très organisé, les Jeux Olympiques. Ils font ce qu'ils peuvent aussi, je pense. Et encore, on doit pas nager dans la Seine, nous, on va pas se plaindre. Non. Mais ouais, c'est le dernier grand rendez-vous de cette saison 2023-2024. Et ça reste quand même le plus gros événementiel sportif planétaire, les Jeux Olympiques. Du coup, avec un niveau d'organisation qui doit aussi prendre en compte le fait qu'il y ait je sais pas combien de dizaines de sports répartis sur tout le territoire et tout. Et toi, tu vas être un petit rouage de tout ça pour l'escalade. Mais je pense que ça va être un beau rassemblement de l'escalade au Bourget. J'ai l'impression que je suis allé partout en France, là, dans plein d'endroits. Et nous, on y sera, nous, on sera là, nous, on est bénévoles, on fait ça, on fait le transit, on fait ci, on est juge. On va être là, on est machin. Il y a Agathe Calliet et Ina Plassou qui sont leaders d'ambiance pour les Jeux. Yeah. Alors là, j'ai hâte de les voir dans les tribunes. Moi aussi, pour trop hâte. ambiancer les 6000 personnes qui vont être accueillies au Bourget pendant 5 jours.
Donc, Trop hâte d'être ambiancé par Agathe et non, Emma. ouais, ça va être incroyable. Je pense que ça va être incroyable. Et puis, il y a toute la famille de l'escalade sportive française qui va être présente. Les organisateurs, les bénévoles, les juges, les enfin, donc, ouais, c'est les jeux, mais c'est les jeux à la maison. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. J'espère. Puis c'est les premiers jeux où il va y avoir 2 médailles complètement en vitesse et en combiné. On espère 3 médailles aux prochains Jeux Olympiques. On l'espère. Il y a déjà le para-escalade qui a fait son entrée pour le para-olympisme. Ça, c'est une top nouvelle aussi. Ouais. Des beaux projets pour l'été, du coup. Ouais, gros événements. Et après vacances. Le 10 août, au soir, je coupe mon téléphone jusqu'en septembre, je pense. Un peu de repos, ouais. En parlant de grosses compétitions comme ça, quelle serait la compétition que tu rêves de commenter ? Celle qui n'existe pas encore. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Coupe du Monde de bloc en France et des choses comme ça. Et ça serait un gros kiff. Une Coupe du Monde de bloc en France, ce serait une régalade, je pense. Ouais. Sur un endroit qui peut accueillir beaucoup de public. Ouais. Moi, je suis un grand fan des compétitions en plein air avec tous les aléas et l'organisation et tout ce que ça peut être de compliqué. La pluie. La pluie, le vent, la chaleur. Ouais, Shanghai, 35-36 degrés, Budapest, 34-35 degrés. J'avais pas envie de faire de l'escalade ces journées-là, clairement pas. Mais à côté de ça, il y a un truc qui est quand même assez unique avec la possibilité d'avoir des gens de tous les horizons qui viennent voir parce que c'est ouvert, c'est gratuit. Et t'as pas besoin d'être un grimpeur pour venir voir des gens qui se pendouillent sur des prises en plastique et qui donnent toute leur vie pendant 4 minutes. Par contre, tu passes un bon moment avec un bon DJ. Ouais, je pense que ce serait une compétition de ce style-là, ouais. Et pour terminer, on a notre question signature du podcast. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast au micro, quelqu'un au micro qui n'est pas toi? Déjà, j'aime beaucoup entendre plein de gens au micro. J'ai écouté Adrien et Marie sur les épisodes précédents avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'intérêt. J'étais surpris de plein de choses parce que même en étant impliqué dans le milieu, tu vois toujours des facettes que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas parce que c'est pas ton domaine. Et ça pourrait être intéressant d'inviter des gens qui sont justement aux manettes d'organisation ou alors qui sont des responsables, par exemple, sportifs ou décisionnaires. Parce qu'on a une tendance assez facile, je pense, à critiquer beaucoup. Ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout. Mais pour critiquer efficacement, il faut avoir, je pense, une connaissance de ce que ça demande d'organiser, de créer, de solliciter une armée de bénévoles qui viennent passer du temps et de leur énergie avec un sourire incroyable pendant... Voilà, il va y avoir le mondial à Briançon. Le mondial escalade à Briançon, c'est le rendez-vous de toute l'escalade française à un endroit. Et moi, je tire mon chapeau aux organisateurs. Parce qu'ils font des sacrifices d'une année sur l'autre. Ils s'investissent de manière phénoménale et ce serait bien d'avoir un peu un point de vue d'un organisateur. Combien ça coûte d'organiser une Coupe du Monde d'escalade ? Qu'est-ce que ça nécessite ? Combien de temps en avance tu t'y prépares ? J'ai des contacts si vous voulez. Ouais. Oui. Mais je pense que ce serait une juste reconnaissance de ce que c'est. Oui, c'est aussi l'objectif du podcast, d'aller à la rencontre des gens dans l'ombre qu'on ne connaît pas du tout, qui ne sont pas forcément du coup les têtes d'affiche comme les athlètes, mais qui font que l'escalade fonctionne et grandit. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Ouais. Et je vous en remercie parce que c'était une super expérience. C'était la première fois que je parlais au micro avec personne qui crie derrière moi. Merci beaucoup à toi pour ton temps, pour ta bonne humeur. C'était hyper intéressant. Ouais. Ça nous fait très plaisir. Et bonne continuation la Grimposphère et au plaisir de vous croiser sur des compétitions alors. Oui. Certainement cet été, peut-être à Briançon notamment. On sera dans le public. Parfait. Je vous ferai un petit coucou. Et pour tous nos auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et à bientôt. Dans la Grimposphère.